Bien, en tout cas, on va leur demander de faire attention en nous rejoignant. On attend 3 personnes. Léa Thomasin, que je vois, qui est au premier rang. Que tous les lecteurs de Sud-Ouest venez, Léa, nous rejoindre, passez par là. Il y a un petit escalier, si vous voulez bien. Elle est la cofondatrice de la plateforme Hello Asso. Et vous avez fait la une il n'y a pas longtemps du MAG, un samedi de Sud-Ouest. C'est pour ça que tout le monde vous connaît maintenant. Monsieur Jean-Dominique Sénard, qui est aussi au premier rang, qui va nous rejoindre. Le président de Renault. Vous pouvez les encourager, allez-y. Et Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui applaudit chaleureusement d'ailleurs Monsieur Sénard. Antoine Frérot qui confiait hier à notre confrère Pascal Rabillet dans le journal, vous l'avez lu, la performance financière d'une entreprise ne peut pas durer si l'entreprise n'a pas de dimension sociale, sociétale et environnementale. Mon cher Didier, je crois que le décor est planté. C'est à vous, vous avez le temps du débat. Merci beaucoup. Alors, en avril 2019, il y a eu une loi, vous en souvenez certainement, qui est la loi Pacte. Pacte, ça veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et cette loi invitait les entreprises à repenser leur rôle dans la société en prenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités. Alors, lors des premières rencontres du progrès à Latch il y a 2 ans, c'était en septembre 2019, et Antoine Frérot, ici présent, était venu déjà et nous expliquait que Veolia avait été une des premières entreprises à publier ce qu'on appelle sa raison d'être dans le cadre de la loi Pacte. Et 2 ans plus tard, ce type de démarche s'est étendu. Ça veut dire que de plus en plus d'entreprises réfléchissent pas uniquement en termes de stratégie et de parties prenantes et de relations avec les parties prenantes en général, mais de raison d'être, de projet, d'intégration dans une société. De plus en plus d'entreprises réfléchissent de cette manière-là. Et donc, on va faire le tour de cette question. Enfin, le tour, c'est peut-être un peu ambitieux en 1 heure, mais en tout cas, on va essayer d'aborder ces questions. Et bien entendu, je vais commencer par vous, Antoine Frérot. Votre micro... Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Où est-ce qu'on en est chez Veolia en termes de raison d'être? Et rappelez-nous tout d'abord ce que c'est que la raison d'être, la mission, le projet de Veolia aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être? Voilà. Ensuite, et puis après, je vous expliquerai celle de Veolia. Une raison d'être, si on est sérieux, ça ne peut pas être un slogan. Une raison d'être, c'est le fruit d'une réflexion sur à quoi l'entreprise est utile, à qui elle est utile et comment elle est utile. Et si on veut répondre aux 3 questions, pourquoi, qui et comment, ça ne peut pas tenir en 3 lignes. Et donc, effectivement, la raison d'être de Veolia, même si on a essayé de la raccourcir au maximum, elle fait 3 pages. Je pense que je ne vois pas trop comment je vais encore la raccourcir, parce que beaucoup de gens me disent « Oh, c'est trop long, on ne peut pas s'en souvenir. » Bon. Mais si c'est juste un slogan, à la limite, c'est un mantra, mais ce n'est pas une raison d'être. Bon. Donc je pense qu'il est important de conserver les 3 dimensions. Le pourquoi, le quoi, les 4 dimensions, le qui et le comment. Alors, la raison d'être de Veolia, sur le pourquoi, c'est contribuer à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs du développement durable, les fameux ODD, et notamment ceux qui correspondent le plus à nos métiers. Il y en a beaucoup qui correspondent à nos métiers, il y en a à peu près 17. Je rappelle, excusez-moi, je rappelle que les ODD, c'est les objectifs de développement durable décidés par l'ONU. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se place. Le quoi, là aussi je résume rapidement, c'est en proposant et mettant en œuvre des solutions permettant de réussir la transformation écologique de ceux qui nous font confiance, c'est-à-dire de nos clients, les villes et les industriels, en gros.
À qui elle est utile? Eh bien, à tous ceux qui s'engagent avec nous, tous ceux qui s'engagent avec l'entreprise. Et ceux qui s'engagent avec l'entreprise, ils sont bien plus nombreux qu'on imagine. S'engager d'ailleurs avec une entreprise, c'est prendre un risque. Ils sont nombreux, ceux qui s'engagent avec Veolia et qui prennent un risque en s'y engageant. Bien évidemment, il y a les deux parties prenantes qu'on connaît bien. Il y a les actionnaires qui nous confient leurs sous et qui peuvent les perdre, hein, si jamais ça se passe mal. Et il y a les salariés qui viennent s'embaucher chez Veolia, qui peuvent perdre leur emploi, et ça se passe encore plus mal que si jamais ils le perdent. Bon. Mais il y a également les clients qui nous font confiance, et si on travaille mal, ils en pâtissent. Il y a les fournisseurs qui, quand on leur achète des choses et si on ne peut pas les payer, ils prennent aussi un risque de ne pas être payés. Il y a les territoires qui nous accueillent et qui souvent, lorsqu'on s'installe chez eux, font des investissements pour pouvoir accueillir l'entreprise, comme toutes les entreprises. Et il y a les générations futures qui un jour viendront travailler chez Veolia, puisque une entreprise, généralement, ça transcende les générations. Et aujourd'hui, c'est la 7e génération chez Veolia. Il y en a 6 qui se sont précédés avant moi, avant nous, et qui ont accepté de laisser dans l'entreprise une grande partie du fruit de leur travail. Je rappelle souvent qu'une grande entreprise, avant d'être grande, elle était petite un jour. Bon. Et que toutes les petites pourraient devenir peut-être grandes, à condition d'accepter d'y laisser dedans le fruit du travail des générations précédentes, pas de le manger pour eux-mêmes en la vendant. Bon. Et donc, pour qu'une entreprise soit devenue grande, il a fallu que les générations précédentes acceptent d'y laisser une belle part de la richesse créée, et qu'il y a donc une forme de solidarité entre les générations dans l'existence d'une grande entreprise qu'on a souvent tendance à critiquer plus que les petites. Bon, et ben je me dis, les grandes, elles ont bénéficié d'une forme de solidarité intergénérationnelle plus que les petites. Bon. Bref, à qui l'entreprise est utile? Elle est utile à tout cela. Pour des raisons différentes, les engagements sont différents, les risques sont différents, mais c'est bien à tous ces publics différents que l'entreprise doit répondre, parce qu'ils sont tous venus y chercher un intérêt, une utilité, et que si on en oublie un, et au bout de quelques temps, eh ben, ceux-là, ils s'éloigneront de l'entreprise. Et au fur et à mesure, une entreprise qui n'a plus de gens qui s'engagent avec elle, elle n'aura plus assez d'alliés le jour où elle en aura besoin. Car les meilleurs alliés d'une entreprise, ce sont quand même ceux à qui elle est utile. Bon. Lorsqu'on demandait aux Français il y a quelques années à qui servent les entreprises, bah, ils répondaient à quelques-uns. Il y répondait en gros, il répondait aux actionnaires et aux patrons. Bon. Ceci met en péril, me semble-t-il, les entreprises et plus globalement notre système de politique économique qui est le libre marché, l'économie de marché, ou appelé aussi le capitalisme. Donc voilà à quoi répond notre raison d'être. Alors, Jean-Dominique... Il y a le comment. Oui, quand même. Et là, on va rebondir sur la question qui va venir derrière, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que depuis 2 ans, on a effectivement travaillé le comment on peut être utile. On y reviendra. Jean-Dominique Senard, vous pouvez prendre un micro. La question que je posais sur la raison d'être, comment elle s'applique à Renault? J'aimerais répondre à votre question en prenant un tout petit peu de recul, si vous le voulez bien, parce que vous avez évoqué la loi Pacte tout à l'heure. Il se trouve que j'avais eu l'honneur, quelques mois avant, d'écrire avec Nicole Notat un rapport sur le rôle de l'entreprise qui définissait la notion de raison d'être et qui, à l'époque, était considéré comme un sujet un peu complexe. Vous étiez alors PDG de Michelin. C'est ça. C'était difficile à définir sur le plan juridique, mais qui m'était plutôt familier, puisque quelques années auparavant, j'avais souhaité, comme président de Michelin, doter l'entreprise de sa raison d'être, ce qui était à l'époque, je crois, assez novateur. Et au fond, la raison pour laquelle nous avons accepté d'écrire ce rapport sur le rôle de l'entreprise, qui a eu des conséquences, notamment législatives en France, c'est parce que nous étions confrontés, me semble-t-il, à une interrogation majeure sur le rôle de l'entreprise. Et Antoine vient d'en dire un mot. Mais c'était assez profond. C'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, notamment dans le monde occidental, le capitalisme dominant, que je qualifierais d'anglo-saxon, qui est né dans les années 70 sur la base des théories de Milton Friedman, vous le savez, qui ont été un peu caricaturées d'ailleurs, mais qui ont laissé des traces majeures, ont fait que la perception du capitalisme était celle
d'un système qui recherchait le profit à tout prix, et seulement le profit et pas autre chose, sachant que le bien commun ou l'intérêt général devait être entre les mains d'autres personnes que de l'entreprise, puisque ce n'était pas le rôle de l'entreprise que de faire cela. Et cette philosophie, si je puis me permettre ce mot, a provoqué des dérives dans le capitalisme tel qu'on le connaissait autrefois. Et ces dérives ont provoqué des réactions, parfois assez radicales, et on a connu des mouvements qu'on appelait populistes ou autre chose, appelez-les comme vous voulez, qui, au fond, sont nés sur le terreau de ce rejet. Certains considérant que des personnes avaient profité de la mondialisation, profité du capitalisme, d'autres non. Vous connaissez tout cela, Antoine l'a évoqué un peu. Mais c'était très grave, parce que c'est le système qui, évidemment, nous fait vivre dans l'avenir qui était en cause. Et donc c'était avec la perception et la conviction absolue qu'une autre forme de capitalisme était possible, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en même temps que le capitalisme anglo-saxon se développait et qui nous a conduit à des dérives, à la crise financière de 2010, avec tout ce que nous savons, il y a un autre capitalisme qui était en train de se développer dans le monde, qui est né dans les mêmes années 70, qui est le capitalisme d'État, celui qui, au fond, utilise les armes du capitalisme dans sa façon assez agressive, mais qui la met au service d'institutions non démocratiques. Vous voyez ce que je veux dire. Et ces deux capitalismes avaient tendance à s'affronter au point que l'Europe devenait un petit peu un terrain de jeu de ces deux capitalismes. Ayant dit cela, il était urgent de réfléchir à autre chose. Et en pensant à cette notion de capitalisme responsable qui, de mon point de vue, doit être la troisième voie, qui doit s'imposer maintenant face à deux autres capitalismes, afin que notamment la culture européenne puisse trouver sa place dans le monde, c'est en pensant à tout cela que l'on a rédigé ce rapport sur le rôle de l'entreprise, en préconisant de doter les entreprises d'une raison d'être, parce que le capitalisme responsable pour nous, c'était un capitalisme de la raison d'être, c'est-à-dire un capitalisme qui donne du sens. Il y a aujourd'hui une soif de sens, vous le savez très bien, et pas simplement de la part des jeunes générations, il fallait y répondre. C'est un capitalisme du sens, de la raison d'être, c'est aussi un capitalisme de la soutenabilité, qui est fondé sur le principe fondamental que l'entreprise est là pour faire des profits, ne nous y trompons pas. Il n'y a pas de quoi, je dirais, se poser le moindre problème. C'est une question de survie, c'est une question de pérennité, ce n'est pas un gros mot. Mais si elle ne fait que ça, elle disparaîtra parce que l'environnement ne le supportera plus. Et donc ce capitalisme de la soutenabilité, c'est celui qui dira que l'entreprise est là pour faire des profits, mais qu'elle doit absolument prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Une fois que je vous ai dit ça, vous comprendrez pourquoi on peut parler de raison d'être. À partir de là, vous m'avez dit quelle est celle de Renault. Eh bien, je vais vous le dire, nous l'avons évoqué à l'Assemblée générale il y a quelques mois. Nous avons mis 1 an et demi dans des conditions compliquées, on va dire les choses comme elles sont, puisque le groupe Renault vivait des moments difficiles, mais je tenais absolument comme président du groupe à ce qu'elle soit dotée rapidement d'une raison d'être, ne serait-ce que pour être logique avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire donner du sens au travail des équipes dans le monde. Alors on a mis 1 an et demi, c'est un travail qui se fait lentement, profondément, il ne faut pas le faire vite, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas un slogan, Antoine l'a dit. 1 an et demi de travail avec des milliers de gens qui ont réfléchi, donné leurs idées, synthétisé, discuté. Et nous avons abouti à une raison d'être qui fait une dizaine de lignes, une vingtaine de lignes, ce n'est pas trop le problème, mais dont le titre est le suivant: nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. C'est une jolie phrase qui résume tout Renault. Vous avez là, dans le cœur qui bat, la notion extraordinairement humaine, qui est la chaleur humaine du groupe Renault, qui est bien connue et qui ne demande qu'à s'exprimer, croyez-moi. Et en même temps, l'incroyable capacité d'innovation et de technologie qu'il y a dans ce groupe depuis 110 ans. Et ce côté de nous rapprocher les uns des autres a aussi cet aspect humain. Parce que pour nous, chez Renault, il n'y a pas d'innovation si elle n'est pas au service de l'humain. Voilà. Pardonnez-moi d'être synthétique et de vous le résumer, mais je peux vous dire une chose, c'est que depuis que cette raison d'être a été rendue publique, je passe beaucoup de temps dans le groupe Renault aujourd'hui à discuter de ce sujet, à avoir des débats en interne dans les usines, partout, et vous n'imaginez pas le bonheur que je ressens, parce qu'il y avait une telle demande de ce type de perspective
que ça motive fondamentalement les équipes, ne serait-ce qu'à travers les débats qu'on peut avoir sur le sens du travail et le sens de l'avenir de Renault. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Léa Thomasin, votre entreprise qui est neuve, vers le haut, c'est bon, qui est encore neuve, bon, ce n'est pas une entreprise typiquement qui rentre dans le cadre de cette loi Pacte, etc., mais c'est une entreprise, vous pouvez nous en dire deux mots, qui a quoi comme projet et qui a quoi comme utilité, pour reprendre le mot d'Antoine Frérot? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, nous, on avait une mission avant d'avoir une entreprise. Donc, on a un parcours, je dirais, dans l'entreprise à mission qui est un petit peu différent que mes voisins de table ronde. Et on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle l'entrepreneuriat social. Concrètement, et ça va un petit peu dans le sens que vous disiez, Jean-Dominique, en allant un peu plus loin, qui est qu'avant tout, on a posé une mission sociale à l'organisation et on s'est dit que le format de l'entreprise était le bon moyen pour parvenir à la mission qu'on s'était fixée. C'est un mouvement qui s'est développé là aussi beaucoup aux États-Unis, à l'initiative d'acteurs comme Ashoka notamment, qui fédèrent à travers le monde ces entrepreneurs d'un genre un peu différent, puisque la finalité même de leur organisation est de répondre à une problématique sociale ou environnementale. Et ensuite, qui mettent en place une initiative et une entreprise économique pour atteindre cette finalité. Donc ça a été le cas d'Eloasso, et la mission que s'est fixée Eloasso, c'est d'accompagner le développement des associations en France. Pourquoi on s'intéresse au secteur associatif depuis 2009, donc la date de la création de l'entreprise? C'est que c'est un secteur qui est assez méconnu et qui compte pourtant 1,5 million de structures à travers la France. Il faut savoir qu'on est en France parmi les champions de l'associatif. Il y a un Français sur deux qui est membre d'une association. Il y a un peu plus de 13 millions de bénévoles qui agissent dans les associations, et elles ont un rôle qui est fondamental et qui pourtant est assez peu visible. Néanmoins, et c'est important de se le rappeler, quand on exerce des activités, je dirais, en dehors d'un cadre scolaire ou professionnel, dans 80% des cas, c'est rendu possible par une structure associative. Donc quand on parle de la vie sportive, de la vie culturelle, de l'action sociale, de l'action humanitaire, de l'action médico-sociale, de l'action même sanitaire, la majorité des structures qui sont derrière ça, c'est les associations. Et d'autre part, pour moi, les associations, elles jouent un rôle d'autant plus structurant dans notre société, qui est simplement celui de créer du lien. Et là, il y a un chiffre que je trouve particulièrement glaçant, qui est qu'il y a un Français sur 10 qui a moins de 10 conversations par an. Je pense qu'on a un véritable enjeu aujourd'hui de créer une société qui soit plus inclusive, de lutter contre l'isolement. Et je pense que de se réunir au sein des associations permet justement de mieux vivre ensemble, de parfois pouvoir déconstruire aussi certains préjugés et mieux se connaître et pouvoir créer des réseaux qui vont nous offrir de la résilience. Pendant le temps du Covid, on l'a vu, quand les temps sont un petit peu durs, on va se tourner vers ces réseaux de proximité, vers les personnes qui sont autour de nous, et ensemble, on se rend compte qu'on arrive un peu mieux à résister, on se rend des services, et je pense qu'on a besoin de s'unir pour être aussi plus fort et plus résilient. Donc ça, c'est la mission d'Eloasso, et c'est vraiment d'accompagner le développement de ces structures, parce qu'on croit fondamentalement en leur rôle, et on croit aussi beaucoup en leur modèle, puisque le modèle associatif est un des rares endroits où on va agir pour un intérêt qui est collectif, qui dépasse l'intérêt individuel. Et en fait, il y a peu de structures qui permettent de s'unir autour d'objectifs communs comme celui-là. Et après, en 2009, on s'est dit, très bien, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a dans le ventre. À l'époque, nous, la mission, elle est portée par les fondateurs de la structure, et après, je pourrais parler de l'enjeu de la faire durer une fois que la structure grandit un peu. Et on a vu dans le numérique une opportunité pour venir en appui à ce secteur associatif. D'une part, pour l'aider à survivre,
Tout simplement puisque en 2009, quand on se lance, il y a une transformation numérique qui touche tous les secteurs de la vie, et les associations ont été un peu laissées sur le bord de la route, n'étaient pas forcément accompagnées pour adapter leurs pratiques à ces nouveaux usages, pour pouvoir s'équiper, se former et prendre en main ces outils-là. Et d'autre part, il nous semblait que le numérique leur offrait une possibilité de se faire connaître, de pouvoir se financer, de pouvoir développer de nouveaux projets. Donc c'est en ça qu'on a construit la plateforme Helloasso. Notre métier, c'est de mettre à disposition des outils, des formations et un accompagnement pour aider les associations à se faire connaître, se développer et financer leur activité. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 165 000 associations à travers la France, et on leur a permis de collecter un peu plus de 500 millions d'euros. Donc c'est pas rien, dont 200 millions sur les 12 derniers mois. Et on voit qu'il y a vraiment un apport très fort du numérique quand on le met dans les mains des personnes qui font l'intérêt général et qu'eux-mêmes puissent le mettre au service de leur mission d'impact social. Et on fait ça avec un modèle un petit peu différent. Pour nous, c'était important que tout ce qu'on fait soit accessible à l'ensemble des associations, à toutes les associations, sans condition de ressources ou de compétences. Donc Helloasso repose sur un modèle alternatif. Tout est entièrement gratuit dans les services qu'on va proposer. On ne prend pas de commission sur les paiements qui sont faits au profit des associations sur notre plateforme. Et on repose sur un modèle qui est celui du don. Donc concrètement, quand les personnes vont adhérer à une association via Helloasso, on va leur dire: est-ce que vous souhaitez laisser quelques euros en plus pour financer la plateforme? C'est là notre unique source de revenus. Donc je dirais que notre mission sociale s'incarne aussi dans le modèle économique qu'on a choisi pour notre organisation. Ça a été un pari. Au départ, on nous a dit vous êtes un petit peu fous, les Français sont radins, personne ne va rien vous laisser. On nous a un peu rionné. Et aujourd'hui, on voit que c'est un modèle qui a fait ses preuves parce qu'il offre aussi de la transparence, je dirais, à toutes les personnes qui peuvent participer via la plateforme. Et ça nous permet de salarier une équipe de 90 personnes et de continuer à développer les outils et les formations qu'on propose aux associations. Merci Léa. Alors, pour revenir à vous, Antoine Frérot, on voit bien qu'une entreprise de 90 personnes mobiliser l'intelligence collective pour faire émerger un projet, c'est assez facile, mais quand comme vous, c'est 270 000 personnes, c'est ça, c'est combien? Je suis déjà après la fusion avec Suez, là. Excusez-moi. Ça fera 230. Hein. Ça fera 230, bon d'accord. Quand on est à 170 000, comment on arrive à faire remonter ce que disait Jean-Dominique Senard? Comment est-ce qu'on fait participer un peu toute la structure à l'émergence de ce genre de démarche? Alors, il n'y a pas que les salariés qui doivent participer à cette démarche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui s'engagent avec l'entreprise, les fameuses parties prenantes, elles sont diverses. Bon, il y a effectivement 170 000 salariés, mais il y a 500 000 petits actionnaires, par exemple. Il y a à peu près 20 000 clients dans le monde, de clients sans compter les habitants derrière, parce que ça c'est plusieurs centaines de millions. Donc il y a beaucoup de gens à faire travailler ensemble. Pour les salariés, bon, c'est à travers la représentation syndicale que nous avons fait mener la réflexion. Pour les actionnaires, c'est à travers l'Assemblée générale. Veolia est doté d'un comité des amis critiques qui sont liés à nos métiers et notamment des responsables d'associations environnementales ou bien onusiennes ou bien de l'économie sociale et solidaire avec lesquels nous travaillons beaucoup et souvent, qui ont eux aussi participé à la formulation de cette raison d'être. Et puis le conseil d'administration ensuite a essayé de résumer, de rassembler tout ça, et il a fallu 3-4 réunions du conseil d'administration et des allers-retours avec tous ces publics pour, là aussi ça a pris à peu près 18 mois, pour aboutir à un texte
Un texte qui n'est sans doute pas définitif, parce qu'il va évoluer, ne serait-ce que la question qui se pose aujourd'hui dans le cadre du rapprochement avec Suez, c'est est-ce qu'il faut faire évoluer notre raison d'être? Bon, donc on va se poser des questions là, lorsque le rapprochement, à début de l'année prochaine, va se mettre en place. Bon. Et puis, une fois qu'on a fait cela, et notamment qu'on a répondu à qui l'entreprise doit être utile, parce que toute cette idée de raison d'être, comme Jean-Dominique l'a dit, c'est que c'est parce qu'une entreprise est utile et est utile à beaucoup de gens qu'elle est prospère, et pas l'inverse. Et Friedman avait prophétisé plutôt l'inverse. Toute entreprise prospère est utile parce qu'elle est prospère. Bon. Là, c'est l'inverse. Elle est prospère parce qu'elle est utile. Encore faut-il donner des preuves de cette utilité et des preuves aux différents publics principaux publics en tous les cas, auxquels nous souhaitons être utiles. Et donc, la suite, ça a été de définir ce que j'appelle des indicateurs de performance. Une entreprise utile suppose donc que sa performance se décline sous différentes dimensions. Il y a bien sûr la performance économique et financière, qui intéresse spécialement les actionnaires, mais pas que cela. Il y a la performance sociale, qui intéresse plutôt les salariés, la performance environnementale, la planète, la performance commerciale ou clientèle pour les clients, etc. Donc nous avons défini un jeu d'indicateurs de performance multiples ou plurielles, avec des indicateurs sur lesquels nous nous sommes donnés et rendus publics des objectifs à 4 ans à partir d'un point de départ que nous avons mesuré. 4 objectifs économiques et financiers, 4 objectifs sociaux, 4 objectifs environnementaux, 3 objectifs pour les clients et 3 objectifs pour la société en général. Bon. Et chaque année, nous publions la mesure de là où nous sommes parvenus sur ces 18 objectifs et l'ensemble des rémunérations variables de l'entreprise et des cadres de l'entreprise, et pas seulement que des cadres, l'intéressement de nos sociétés du groupe Veolia sont calculés en fonction de ce que nous parvenons à atteindre en matière de performance sur l'ensemble de ce jeu d'indicateurs de performance pluriels. Très bien. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Dominique Senard, du travail que vous faites pour parler de cette raison d'être auprès des différents publics de l'entreprise. Comment ça se passe? D'abord, redites-nous comment ça a vraiment émergé, ces quelques pages. J'aimerais bien que vous nous disiez, parce que ce n'est pas évident pendant des années, il y a eu des modes managériales autour des projets d'entreprise, de la culture d'entreprise, tout un tas de mots-clés comme ça, de mots valises. Là, aujourd'hui, avec cette raison d'être, on est vraiment au cœur du système. Comment est-ce qu'on fait émerger ça? Sur le plan de la méthode, je le redis, il faut du temps, il faut pouvoir échanger et faire naturellement ressortir par les équipes du groupe leurs réflexions, leurs pensées et arriver à la synthétiser. Je crois que ce sont les meilleurs acteurs. Antoine parlait également des éléments extérieurs, des parties prenantes extérieures qui ont aussi participé par leur vue de l'entreprise telle qu'ils la sentaient, les médias, les analystes financiers, tous les observateurs extérieurs. Et puis, à un moment donné, on va vers une synthèse. Et je l'ai énoncé tout à l'heure. Mais il faut comprendre que ce qui est absolument essentiel dans cette histoire, c'est que la raison d'être, ce n'est pas un simple concept, comme on vient, je dirais, de le dire, mais c'est presque encore beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est le préambule de la constitution d'une entreprise, c'est-à-dire que c'est le sommet de la constitution d'une entreprise. Tout ce qui ressort dans la stratégie d'une entreprise dépend de la raison d'être. Autrement dit, vous ne pouvez plus, je dirais, avoir d'écart ou de rupture entre ce que vous énoncez dans une raison d'être et votre stratégie. Et quand je dis la stratégie, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire dans son déploiement au quotidien. Ça vous engage, une raison d'être, ça vous oblige. On ne peut plus tricher avec ça. Une fois que vous avez énoncé une raison d'être, si vos salariés, si vos collaborateurs, si vos équipes dans le monde ont le sentiment que vous ne la faites pas vivre, vous n'allez pas être crédible longtemps. Ce n'est plus acceptable. On ne peut plus imaginer aujourd'hui des dirigeants d'entreprise, qu'elles soient grandes ou petites,
qui ne soient pas conformes dans leur attitude à la raison d'être de la maison. Et voyez-vous, c'est pour ça que c'est important. Et à titre d'exemple, pour Renault, immédiatement s'est posé la question, mais comment on va finalement, entre guillemets, gouverner l'entreprise avec une telle raison d'être? Et alors c'est intéressant parce qu'à un moment donné, quand je suis arrivé il y a plus de 2 ans dans le groupe, on a créé un comité stratégique dans le conseil d'administration, on a créé un comité de la RSE. Et puis au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'avec notre raison d'être, on n'allait pas pouvoir garder ces 2 comités, il fallait les fusionner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la RSE, comme on dit aujourd'hui, n'est rien d'autre que la stratégie de l'entreprise. Et à un moment donné où les 2 concepts ont fusionné, et aujourd'hui on comprend mieux la logique de la raison d'être et de la manière dont ça se déploie. Je vous donne cet exemple parce que c'est profond, c'est très structurel, et ça vous oblige. À partir de là, le reste est un problème je dirais de déploiement, d'épanouissement, de vérifier qu'à chaque niveau de l'entreprise, ce que l'on énonce dans ces quelques lignes de la raison d'être trouve une application concrète. Et croyez-moi, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, il y a quelques défauts, on le sait, mais il y a quelques qualités. Et dans les qualités, il y a le fait qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, qu'ils soient à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, je peux vous dire que si un chef d'entreprise n'applique pas ou ne veille pas à ce que sa raison d'être soit effectivement bien comprise et bien vécue dans le groupe, il le sait très vite. Voilà. Et je peux vous dire que de ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour être plus concret, comment par exemple cette raison d'être va se traduire en termes de projet? On va prendre un exemple, le projet de voiture électrique par exemple. Comment est-ce qu'on peut relier, juste montrez-nous le lien entre... Oui, écoutez, c'est simple, mais je ne voulais pas vous embêter avec trop de détails, mais fondamentalement, la stratégie du groupe Renault aujourd'hui tourne autour de 3 pôles. Le pôle, j'allais dire, de l'environnement, ça ne surprendra personne. Nous voulons démontrer, nous le démontrerons toujours, et on va être d'ailleurs modeste dans ce domaine-là. On va tout faire pour essayer de démontrer que l'industrie automobile est une solution au problème de l'environnement et non pas le problème. Je sais que ça peut choquer certains d'entre vous, mais je vous garantis que c'est le cas. Et pour avoir vécu un certain nombre d'années dans le groupe Michelin, pour l'avoir dirigé, j'étais assez proche de l'industrie automobile, et maintenant que je suis en charge du groupe Renault, je peux vous dire que je le sens profondément. Ça fait 120 ans que ces entreprises se battent pour l'amélioration technologique et de l'innovation. Ce n'est pas maintenant qu'on va s'arrêter. C'est le premier grand chapitre, évidemment, l'empreinte carbone du groupe, non seulement dans la fabrication de ces produits, mais dans l'usage de ces produits. Le véhicule électrique en est une, est évident. L'économie circulaire en est une autre. Et je sais que parmi vous, certains sont extraordinairement attentifs à ces questions-là, mais je peux vous dire aujourd'hui que s'agissant de l'économie circulaire, vous allez visiter l'usine de Flins aujourd'hui, qui est un symbole du groupe, que tout le monde me disait qu'on allait être amené à fermer quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi. Mais non seulement on ne la ferme pas, mais on va en faire un modèle européen de l'économie circulaire dans le monde de l'automobile. Et si vous y alliez aujourd'hui, ce projet est déjà parti. Et d'ailleurs, il se trouve que nous avons dans un segment de cette usine un accord avec Veolia sur le reconditionnement des batteries et le recyclage des matériaux et des matériaux rares qui sont dans les batteries. Vous verriez cela, c'est extraordinaire. On va créer 3000 emplois dans cette usine alors que tout le monde la croyait fermée. L'électrique, dans le Nord, je m'excuse, c'est dans le Nord, pas dans la région ici, mais j'y peux rien, c'est pour des raisons historiques. Mais nous allons probablement avoir le centre de technologie autour de l'électrique qui sera un des premiers d'Europe. 400 000 véhicules électriques, la future R5, la future Mégane, que je vous engage à essayer, elle est formidable, c'est une voiture électrique absolument géniale, vous allez l'adorer. Tout ça, ça va être fabriqué en France, à Douai et Maubeuge, et avec des moteurs électriques à Cléon, et vous allez voir, on a un centre et un pôle, voilà. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sécurité. Mais pas simplement la sécurité de nos salariés dans les usines, partout, qu'on suit évidemment au quotidien. La sécurité de nos clients. Renault s'est engagé très vite à ce qu'il n'y ait aucune accidentalité avec des véhicules Renault. C'est un défi, c'est un challenge. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être entendu de façon un peu curieuse que nous allions naturellement brider les véhicules dans leur vitesse. Et que, si évidemment le conducteur ne veut pas être bridé, il pourra enlever cet élément, mais que le véhicule Renault sera vendu avec des éléments très précis, avec une conduite automatique en fonction de la vitesse
de la route. C'est un élément de sécurité, on y tient absolument et on le fera. Et le troisième, c'est assez général, j'allais dire, c'est autour de l'inclusivité. Et là, je vous retrouve vraiment parce que nous avons un sujet énorme dans l'industrie automobile qui est celui de la transition énergétique et de la transition de la chaîne de traction. Vous savez que nous avons tout en ce moment en même temps. Ça va nécessiter des formations fantastiques à l'intérieur de notre système automobile parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, nous avons un problème très rapidement dans l'avenir de ne pas avoir pu anticiper la conversion non seulement de nos salariés, mais en plus de toute la chaîne automobile en France, entre autres. Et je suis sérieux quand je dis ça, parce que quand je dis qu'on va former, ça veut dire des milliers de personnes qu'il va falloir amener à l'employabilité dans l'avenir avec les nouvelles normes automobiles et le nouveau métier qui va être le nôtre, qui est un métier très technologique. Voilà, je vous ai dit tout ça, je ne veux pas être trop long, mais ça vous donne... Et donc vous avez le lien direct avec la raison d'être. Tout le reste ne compte pas. C'est là que ça se passe. Alors, Léa Thomasin, comment ça se fait vivre un projet comme celui d'Hello Asso? C'est-à-dire, on voit bien le projet, on voit bien qu'il a bien pris. Comment est-ce qu'il se développe et comment on le contrôle? Par exemple, il y a tout un tas d'associations, enfin, je vais être un peu provocateur, mais il y a tout un tas d'associations que vous n'avez peut-être pas envie de financer. Donc, je ne sais pas. Oui, comment ça se passe? Comment ça se met en œuvre au quotidien? Alors, comme je le disais, nous, au départ, donc c'est une entreprise qui est née de convictions fortes, portées par ses fondateurs, au service d'une mission. Après, l'enjeu a été de se dire comment ces convictions, ces valeurs viennent s'incarner au quotidien dans l'organisation, comment aussi elles dépassent l'individu pour devenir des valeurs et une éthique aussi d'une organisation. Et donc, on a beaucoup travaillé, nous, plutôt pour se dire comment grandir sans perdre notre âme. C'est une question qui a été soulevée par l'équipe assez rapidement, de se dire on va devenir de plus en plus gros, comment on fait pour ne pas se perdre en route et pour ne pas perdre ce qui nous a animés au départ. Et donc, on a travaillé collectivement, on a mis en place un mode de gouvernance assez innovant qui s'appelle l'holacratie en interne, donc c'est hyper technique. On a tenu 3 ans et après on a dû l'abandonner parce qu'on n'y arrivait plus. C'était vraiment très compliqué en termes de gestion, mais ça a permis, au moins dans cette phase-là, je dirais, de création à proprement parler de l'entreprise et de la structure, de pouvoir impliquer tous les collaborateurs à l'époque. Tous les collaborateurs, c'est facile, ils étaient 15, donc je ne prétends pas du tout rivaliser avec la complexité que peuvent rencontrer des entreprises comme Veolia ou Renault pour se transformer. Donc nous, ça a été plutôt facile, mais ça nous a permis de poser un certain nombre de valeurs et de principes au sein même de l'organisation. Et on a ensuite été un petit peu plus loin pour se dire, pour que ça perdure dans le temps, comment on s'assure qu'on va toujours rester dans ce cadre-là. Donc on a été chercher un agrément qui s'appelle Entreprise solidaire d'utilité sociale et qui va définir un certain nombre de critères auxquels s'astreignent les entreprises qui rentrent dans ce cadre-là. Donc le premier, effectivement, la mission, c'est-à-dire d'avoir l'utilité sociale au cœur du projet de l'entreprise. Il y a ensuite un critère lié à la gouvernance, de partager la gouvernance avec l'interne notamment, mais aussi avec ses parties prenantes. Un critère lié à la politique de rémunération, où il y a des écarts maximum de 1 à 7 entre le plus haut et le plus bas salaire. Voilà un certain nombre de principes comme celui-là et celui de ne pas mettre ces titres sur les marchés financiers. Donc il y a quelques principes qui viennent cadrer et ça devient des dispositions statutaires pour l'entreprise et qui nous permettent de nous assurer sur le long cours que ces principes et que cette mission vont toujours s'incarner au sein de l'entreprise. Et après, Didier, par rapport à votre question sur Attendez, avant de passer à la deuxième partie, rappelez-nous la structure juridique. Alors, c'est une SAS, Hello Asso. Voilà. Donc, c'est une entreprise commerciale. Et depuis 2017, nous avons cet agrément ESUS. D'accord. Donc, et on rentre dans la grande famille, je dirais, de l'économie sociale et solidaire, où il y a un certain nombre d'entreprises solidaires d'utilité sociale qui le sont de fait.
Ça va être le cas des coopératives, notamment, ça va être le cas des mutuelles, ça va être le cas des associations. Et après, certaines SAS et entreprises commerciales peuvent intégrer, je dirais, cette communauté de l'ESS en respectant un certain nombre de principes et en faisant aussi des contraintes fortes dans leur développement. D'accord. Donc, sur la manière dont, par exemple, la question éthique peut se poser chez vous. Oui, et ça, je pense que c'est de notre... comme beaucoup de plateformes numériques, nous sommes confrontés aussi à... Enfin, notre responsabilité est interpellée quant aux acteurs, aux contenus qui vont pouvoir se développer et se financer via la plateforme. Donc c'est un vaste sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Mais comme on l'a pu le voir ces derniers temps, et c'est le cas pour les plateformes comme Twitter, comme Facebook, comme YouTube, la posture de neutralité, de se dire on accepte tout le monde, n'est tout simplement pas tenable. Il y a une responsabilité des acteurs, et c'est le cas aussi pour Helloasso, de s'assurer que les projets qui vont intégrer la plateforme s'inscrivent bien dans le cadre de la loi. Donc nous, on investit beaucoup sur ce sujet, on mène beaucoup de contrôles. C'est vrai que le secteur associatif est un secteur où il y a une pluralité, une diversité de projets et d'opinions, et c'est très bien. C'est là aussi où s'incarne la liberté d'expression, la liberté d'association. On n'a aucun désir d'être partisans en la matière. Néanmoins, c'est aussi un secteur qui fait vivre l'intérêt général, qui va permettre d'offrir des réductions d'impôts dans certains cas quand on participe au projet. Et là, on se dit que nous, Helloasso, on a une responsabilité de s'assurer que les organisations qui vont utiliser notre plateforme respectent bien ces conditions-là. Et c'est vrai que de vérifier ça, c'est quelque chose qui serait plutôt du ressort des pouvoirs publics ou des autorités qui n'ont pas nécessairement les moyens de le faire. Donc c'est là où on dépasse un petit peu notre rôle pour nous aller plus loin sur ces sujets-là et pouvoir s'assurer que toutes les organisations qui vont se financer via Helloasso rentrent bien dans le cadre du droit, de la loi et de l'intérêt général quand elles y prétendent. Voilà, c'est ça. Vous estimez que c'est votre responsabilité. Tout à l'heure, Jean-Dominique Senard, vous parliez de la fusion de la RSE avec le reste de la stratégie. La RSE, je rappelle, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour être objectif, il y a pas mal d'entreprises qui ont découvert ça sur le tard et qui ont ajouté à leur structure une structure RSE qui a parfois du mal à trouver sa place. L'aspect responsable pour vous, c'est quoi? C'est par exemple, c'est sur la sécurité, mais dans quel autre domaine votre responsabilité s'engage, Jean-Dominique Senard? Pratiquement dans tous les domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. On est responsable, c'est-à-dire qu'on doit rendre des comptes au monde extérieur, oui, comme à nos collaborateurs sur la manière dont nous dirigeons l'entreprise ou nous l'orientons. Et donc la responsabilité, elle porte naturellement sur la question du rôle de l'entreprise par rapport à l'environnement. Elle joue un rôle énorme par rapport à la question de la sécurité, comme je l'ai dit, et évidemment par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos collaborateurs pour leur avenir professionnel. Parce que lorsque je parle de formation, quand je parle de former 10 000 personnes du groupe entre maintenant et 2023, 2024, 40 000 probablement d'ici 2028, 2030, c'est tout simplement parce que ces métiers changent maintenant dans notre industrie, comme je vous l'ai dit, et que notre devoir, c'est d'anticiper cela. Si nous ne le faisons pas, nous sommes coupables. Et là, pour le coup, nous porterions une responsabilité énorme vis-à-vis de nos équipes. Et notre premier devoir, c'est de nous occuper d'eux. Voilà. Et quand un monde bouge comme il bouge aujourd'hui, à une vitesse absolument incroyable, nous devons maîtriser ce rythme et en tous les cas assumer que les gens ne souffrent pas de cette évolution. C'est intéressant et je peux rebondir sur ce que vous avez dit parce que c'est absolument passionnant d'entendre ce que vous nous racontez par rapport aux associations, par rapport à tout ça. Lorsque nous rédigions avec Nicole Notat le rapport sur le rôle de l'entreprise, objet d'intérêt collectif, c'était le titre que nous lui avons donné,
On a été fasciné par le nombre de structures juridiques qu'il pouvait y avoir en France dans les entreprises. Je crois que c'est le pays qui, au monde, a le plus de structures juridiques. C'est inimaginable. Ça va de la mutualité aux associations, aux fondations, aux entreprises du secteur lucratif, non lucratif, etc., etc. Au point qu'à un moment donné, je me disais en rationnel, je dis, il va falloir qu'on simplifie tout ça, c'est pas possible, on n'y comprend rien. Et puis à la fin, j'ai changé d'avis, comme quoi il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis, et on en a rajouté une. Et on a rajouté l'entreprise à mission, et qui d'ailleurs est devenue légale, si je puis dire, puisque la loi Pacte l'a intégrée. Et l'entreprise à mission, c'est typique ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a le droit d'intégrer dans ses statuts sa raison d'être et sa mission, et du coup de l'opposer au tiers. Et qu'elle soit dans le secteur lucratif ou pas, elle est une entreprise à mission parce qu'elle va respecter un certain nombre de critères, elle va être suivie, elle va être contrôlée, éventuellement par une organisation extérieure, pour vérifier qu'en effet, elle exerce bien sa mission et elle l'accomplit. Vous êtes typiquement dans ce cas-là, je crois. C'est intéressant parce que du coup, on crée des ponts entre des secteurs qui sont dans des grandes entreprises comme Veolia et votre association, parce que finalement, au bout du bout, il y a là une mission et on doit pouvoir juger si effectivement vous la respectez. Voilà, c'est comme ça que je vois. En termes de responsabilité, j'avais envie de vous poser la question, Antoine Frérot, responsabilité et éthique, enfin toutes ces questions-là, c'est dans votre raison d'être. Donc comment ça se fait vivre, je dirais, au quotidien? Alors justement, une raison d'être, ça permet de dépasser ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Et je voudrais qu'on m'arrête 2 minutes là-dessus, si vous voulez bien. Jean-Dominique a rappelé que dans la logique actionnariale de l'entreprise, anglo-saxonne, friedmanienne, l'entreprise avait un objectif, maximiser la performance économique et financière, sous contrainte des autres aspects de la vie de l'entreprise, le social, l'environnemental et d'autres, contraintes qui étaient définies pas par elle-même, mais la plupart du temps par le politique. Bon. Donc maximiser une variable sous un jeu de contraintes, problème assez simplement posé et qui peut être résolu de manière assez simple. Au bout d'un certain temps, on a vu que ce système avait ses limites et que donc les contraintes sociales, environnementales et autres pouvaient ne pas être seulement définies par le monde politique, mais l'entreprise pouvait s'en donner aussi. Et on a appelé ça la responsabilité sociale et environnementale. Ce n'était pas un objectif, c'était une responsabilité, donc une contrainte qu'on se mettait un peu plus haut peut-être que les contraintes que le politique pesait. L'entreprise à raison d'être, c'est plus que ça. Il n'y a pas un objectif, il y en a plusieurs. La performance de l'entreprise, ce n'est pas un domaine, l'économie et la finance. C'est aussi le social, l'environnemental et d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'entreprise, ce n'est plus une entreprise avec une performance économique et une responsabilité sociale et environnementale. C'est une entreprise qui doit avoir un objectif de performance économique, de performance sociale et de performance environnementale. Et c'est pourquoi je pense que désormais, l'entreprise de demain, c'est une entreprise post-RSE. C'est l'entreprise à performance sociale et environnementale et pas à responsabilité sociale et environnementale. Et donc, on pourrait l'appeler la PSE, si vous voulez. Mais sans oublier la performance économique et financière qui a également sa place dans tout cela. Et donc, plutôt que se donner des contraintes, je pense qu'il est plus intéressant de se donner des objectifs de performance pour et soumettre ces objectifs que l'entreprise se donne à 3 ans, 4 ans, publiquement, à l'appréciation des observateurs. Ils peuvent dire c'est pas assez, c'est pas beaucoup, bon, et surtout les mesurer pour montrer et faire auditer cette mesure, pour ne pas être jugé parti, afin de regarder les progrès que font les entreprises. Et du coup, on peut les comparer entre elles, les entreprises, en se faisant. Plutôt que de comparer des contraintes ou des responsabilités, on compare les progrès qu'ils font, les performances, les objectifs de performance qu'elles se donnent. Et je pense qu'on a là passé un stade supérieur où l'entreprise est celle que décrivait dans ses rêves les plus fous Jean-Dominique, à savoir tout à l'heure, une entreprise de
de type européenne, avec un capitalisme européen qui se distingue du capitalisme anglo-saxon, friedmanien, ou du capitalisme chinois, étatique. Alors, est-ce que vous avez, on a le temps de une ou deux questions? Oui, monsieur. Bonjour, Sébastien Marc, je suis le gérant du Wasabi Café, petit restaurant très local. J'ai une question pour vous, plutôt dans les grands groupes, mais ça peut aussi être pour vous. Quand vous êtes très en amont dans votre demande de responsabilité sociétale et environnementale, quand vous êtes par rapport à vos concurrents, comment est-ce que vous embarquez vos équipes, comment vous embarquez vos clients aussi dans cette démarche? Je m'explique, nous on a un petit restaurant de quartier, on s'est inscrit dans le circuit court, dans le traitement un peu plus social, je dirais, du personnel qu'on emploie, qui dans la restauration est pas forcément très bien considéré. Ça a un coût financier, mais ça a aussi une différence de perception. On a des salariés qui ne comprennent pas forcément vers quoi on va. Ma question, c'est comment est-ce que vous accompagnez vos équipes quand vous êtes très en amont, comme vous avez pu l'être chez Renault ou chez Veolia? Tout d'abord, il faut vous dire que toutes les personnes à qui on a proposé de formuler cette raison d'être, d'abord ont été ravis de participer à l'exercice, mais les plus ravis de l'ensemble des publics que j'évoquais tout à l'heure, ça a été les salariés. Sans doute parce que dans les trois principales parties prenantes, actionnaires, salariés, clients, les salariés depuis quelque temps, depuis quelques décennies, étaient sans doute la troisième roue du carrosse. Les actionnaires ayant eu de très belles périodes et sentant quand même que la période de la prédominance du client commençait à s'annoncer. Donc l'idée qu'on essaye de trouver quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, de plus équitable peut-être, leur a beaucoup plu. Lorsque, du coup, les critères de rémunération variable pour les cadres, mais également dans le cadre de l'actionnariat salarié ou de l'intéressement, dans tous les pays, il y a des formules d'intéressement. Quand on a assis ces critères sur nos performances plurielles que j'ai évoquées, les 18 indicateurs, ça leur a plu également. Et ça leur a plu, mais en même temps, c'est leur intérêt d'essayer de les maximiser pour pouvoir être gratifiés. Et donc, ça les a aussi incités. Nos clients, on en fait, du système que je viens de décrire, on en fait également, je dirais, un outil concurrentiel. On essaie de l'exposer, de l'expliquer à nos clients. Eux-mêmes font partie des performances, puisqu'on a défini 3 critères les concernant. Ça peut leur convenir, ils peuvent trouver que c'est insuffisant, mais enfin, il y a parmi eux, par exemple, il y a le fameux critère NPI de mesure de la satisfaction des clients avec des méthodes sociologiques classiques. Donc le fait qu'on s'occupe d'eux et que dans nos performances, on tient compte de leur avis, ça leur plaît aussi. Si votre question c'est est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher vos services, vos produits parce que ça, je ne peux pas encore vous répondre. Nous avons 2 grands types de clients chez Veolia, les villes et les industriels. Industriels et monde tertiaire. Le deuxième, curieusement, il sera plus, je le sens plus prêt à gratifier l'entreprise de cette démarche et donc du coup de relativiser un peu le critère du prix, plus vite que le premier type de client, les villes, essentiellement me semble-t-il, parce que même si les décideurs des villes aimeraient bien le faire, ils n'ont pas assez de courage pour l'oser, craignant plus la critique de leur opposition que la vertu de leurs actions. Bon. Mais en revanche, les industriels, je commence à sentir que cette idée, je rappelle que les industriels aussi subissent la pression de la performance environnementale et sociétale, et que dans cette pression, il y a le fait de surveiller leurs fournisseurs, de veiller à ce que leurs fournisseurs se comportent bien. Nous sommes un fournisseur vis-à-vis de ces clients. Le fait que nous puissions apporter à ce client des éléments de preuve en tant que fournisseurs que nous cherchons à bien travailler, les aide également dans leur propre démarche du même
du même tonneau, si je puis dire. Et donc, je pense que ça commence à venir. Je ne peux pas vous dire si... je peux pas le mesurer encore, ce que ça permet de passer comme prix supplémentaire, ou bien mesurer l'ampleur de tout ça. Mais je sens que ceci va faire... Comme aujourd'hui, une entreprise a du mal à ne pas s'intéresser à son empreinte carbone, elle aura du mal demain, me semble-t-il, à ne pas s'intéresser à son empreinte plus globale que le carbone, social, sociétal, environnemental. Et je compte là-dessus. Chez Merci. Renault, Je voulais juste dire, c'était pas une question de prix, c'était une question de mentalité qui peuvent évoluer, qui peuvent inquiéter les gens dans le changement, nos clients, nos salariés, etc. Et voilà, c'était plutôt il y a un impact prix, mais celui-là est minime. Et nous, dans la restauration, les gens sont pas prêts à payer plus. Ah, ça ne les manger inquiète mieux, pas mais du voilà. tout, je vous rassure. D'accord. Ils trouvent ça très bien. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci d'inquiétude. Bon. Il ne faut pas que ça soit fait à leur détriment, mais ça, par construction, ça ne l'est pas. Donc, ça ne les inquiète pas. merci. Chez Renault, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'a dit monsieur? Antoine a dit beaucoup de choses. Mais j'avais compris votre question sous l'angle comment est-ce que vous entraînez l'engagement de vos collaborateurs, vos salariés. C'était ça, j'ai compris. Et donc, alors, je vais vous répondre de façon très claire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ignorer la dimension humaine de votre stratégie et de la raison d'être. Je vais être très clair. Et comme exemple, je vais vous prendre une autre raison d'être dont j'ai été responsable à un moment donné, celle de Michelin, qui a été rendue publique dans les années 2013-2014, donc très en amont. Et cette raison d'être, elle se résumait de la façon suivante, elle disait « Nous voulons offrir à chacun une meilleure façon d'avancer ». Vous me direz, c'est peut-être pas très compliqué à trouver, sauf que quand vous creusez un peu, vous voyez dans cette raison d'être les deux grands piliers essentiels de toute raison d'être et de tout comportement dans l'entreprise aujourd'hui. Le premier qui est évidemment le client, la technologie, la mobilité durable, tout ce que Michelin savait faire au mieux dans le domaine qui le concernait, et le client. Et l'autre pilier, c'est la meilleure façon d'avancer qui concerne vos collaborateurs, c'est-à-dire leur épanouissement, leur employabilité, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la formation, sur leur avenir. On ne peut pas laisser les gens de côté, il ne peut pas y avoir de souffrance sociale. Tout ceci est contenu dans ce pilier humain. Si vous n'avez pas les deux piliers, monsieur, vous allez tomber. Et le pilier humain est devenu totalement essentiel. Et c'est en ce sens, et comme c'est vécu et compris, que vos collaborateurs et vos salariés vont s'engager derrière vous. Si vous n'avez pas ce pilier-là, eh bien dites-vous bien que la maison ne va pas tenir debout longtemps. Les technocrates vous diront que ça s'appelle la symétrie des attentions. Après tout, pourquoi pas? Ça veut dire qu'on porte le même poids d'attention à nos salariés et à nos collaborateurs que l'on porte à nos clients. Et donc, une fois qu'on a intégré ça, tout le reste s'ensuit. C'est la seule façon que je peux illustrer la demande que vous m'avez proposée. Pour finir, juste un tout petit tour de table, puisqu'on arrive à la fin de votre rencontre. Tout petit tour de table, comme tout à l'heure j'ai fait. Il y a beaucoup de mouvements dans les entreprises actuellement. Ça bouge beaucoup, notamment après cette période de pandémie. Il y a une croissance qui revient. Vis-à-vis de cette raison d'être, vis-à-vis de cette approche, est-ce que vous avez, donnez-nous une raison d'espérer. Est-ce que ça va se développer ou pas? Je vais préciser ma question. Comme beaucoup de gens, je pense, on a été assez frappé par ce qui est arrivé au président de Danone, qui était quelqu'un qui portait une vision d'une entreprise très flamboyante, etc. Et qui un jour, du jour au lendemain, ses actionnaires lui ont dit c'est sympa votre truc, mais au revoir, quoi. Et donc, bon, alors après on peut analyser. Non, monsieur Porquerie, ça ne s'est pas passé comme ça. Je sais que ça ne s'est pas passé comme ça. Oui, mais donc il faut rétablir moi, la c'était ma vérité question. quand même. Il faut rétablir la vérité. D'abord, il n'y a pas que les actionnaires, c'est son conseil d'administration qui lui a demandé de partir. Je ne pense pas que ça soit parce que, justement, il a voulu construire un système du type de ceux qu'on vient de raconter tous les deux avec Jean-Dominique, avec effectivement une raison d'être. Il a même transformé Danone en société à mission, la plus grande du monde aujourd'hui, avec des performances multidimensionnelles. Bon. Le conseil d'administration et l'Assemblée générale ont conservé tout ça. Ils n'ont pas remis en cause ça, ils ne l'ont pas balayé. Bon. Et je pense que Emmanuel Faber s'est fait débarquer plus pour... Alors, il y a certes des
des difficultés économiques, mais surtout, je pense qu'elles étaient managériales. D'accord. Et ce n'était pas... Donc l'ensemble de la construction raison d'être société à mission, je crois, qui était contesté. Et Voilà. pour revenir à ma question, est-ce que vous pensez, quelle est la raison d'espérer que cette approche de société à raison d'être va se développer ou pas? Alors, si on veut regarder le rôle de la pandémie dans l'évolution des mentalités, de ce point de vue-là, je dirais que la pandémie a permis de montrer une chose, je crois assez partagée par la population française, c'est que les entreprises ont été à la hauteur. Le gouvernement a beaucoup aidé pour les sous, bon. Mais les entreprises ont été à la hauteur dans la protection de leurs salariés. Je pense que l'aura des entreprises s'est améliorée à cause de ça. Est-ce que ça peut être un déclic pour les entreprises de comprendre que leur rôle de protection de leurs salariés, mais également de protection de l'outil industriel, peut-être de leurs clients, est-ce que cette attitude-là serait un bon ferment pour aller plus loin et plus globalement définir une vision et une manière de procéder qui soit plus globale et qui englobe plus de public? Ça pourrait être le cas. Bon, nous verrons, on verra si ça le vient. Mais je pense que la logique que décrivait Jean-Dominique et le rapport de Nota Sénar, qui va plus loin que la loi Pacte. La loi Pacte a pris des morceaux du rapport. J'ai regretté moi-même qu'elle ne prenne pas tout le rapport au passage. Bon, mais peut-être que ça va venir derrière. Ça précédait la pandémie. Et c'était dans l'air. Et pourquoi c'était dans l'air? C'est parce que le modèle actionnarial de l'entreprise, celui qui, avec un objectif économique et financier et que des contraintes, il commençait vraiment à s'épuiser. Et que depuis la crise de 2008, de 2010, il fallait, si on voulait que le système ne soit pas fortement contesté par les populations, il fallait trouver autre chose. Et ça datait d'avant la pandémie. La pandémie, puisque c'était un nouveau choc, peut y aider, mais elle n'est pas nécessaire pour que tout ceci change. Et très honnêtement, aujourd'hui, le concept de raison d'être, considéré comme fumeux au début, maintenant il s'est imposé. Je pense qu'il s'est imposé. Alors l'idée, beaucoup l'utilisent de manière encore un peu réductrice, l'idée de la raison d'être. Bon. Mais ceci est en train de se répandre et je pense que l'idée de la performance plurielle, comme je l'ai décrit moi, elle va se répandre aussi. Parce que les gens, ils disent, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est sérieux? Et pour être sérieux, il faut apporter des éléments de preuve. Et donc, mesurer des performances, se donner des objectifs, les mesurer et dire voilà où on est parvenu, ce sont des éléments de preuve. La preuve de la vertu peut venir d'autres voies, mais c'est déjà une voie pour montrer qu'on veut progresser sur les différents espaces. Je vais donner le dernier mot à Léa Thomasin. Oui, alors la raison d'espérer. Quand j'ai commencé à travailler à l'issue de mes études en 2009, mon premier métier, c'était d'accompagner des projets de RSE en entreprise. Et effectivement, à ce moment-là, la RSE, c'était un petit bureau coincé au 8e étage entre la communication et peut-être s'il y avait un début de fondation. Enfin, en tout cas, c'était vraiment très peu incarné dans les entreprises. La raison d'espérer, c'est qu'aujourd'hui, c'est incarné, vous voyez, par des PDG de grandes entreprises et c'est eux qui en parlent. Donc je pense que là-dessus, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années et c'est un sujet qui est maintenant, je dirais, compris, intégré au plus haut niveau des entreprises. Néanmoins, je pense que ce qu'on a fait jusqu'ici n'est pas du tout suffisant. Quand on voit là le dernier rapport du GIEC et Le Monde qui se dessine pour 2030 et 2050, un monde où il y a près d'1 milliard de réfugiés climatiques et des catastrophes naturelles à peu près tous les 3 jours, c'est un monde en guerre. Et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on aille beaucoup plus loin sur le sujet. Les entreprises sont les acteurs qui ont le plus le moyen d'agir sur cette urgence climatique. Il y a 100 entreprises qui représentent à elles seules 70% des émissions de CO2 dans le monde.
Donc en fait, pour moi, le caractère volontariste jusqu'à présent qui prédomine, et c'est bien, il faut du courage parmi les dirigeants d'entreprise pour mettre en place ce genre de choses, mais on ne peut pas se contenter d'une politique volontariste qui serait laissée à la discrétion de dirigeants d'entreprise. Je pense que l'entreprise reste designée quelque part pour, comme vous le disiez, faire du profit. Ça a été sa finalité première. Et je pense que si on souhaite un véritable changement qui impacte toutes les entreprises, il faut de la contrainte. Il faut que ça coûte plus cher de polluer que de faire autrement. Et là, je suis convaincue que les entreprises trouveront de l'innovation et des ressorts pour limiter les coûts et pour éviter de payer. Mais sinon, malheureusement, je pense que ça va être une stratégie de petits pas qui va vraiment pas du tout être à la hauteur de l'enjeu qui nous attend. Donc, raison d'espérer, oui, parce qu'on est là et que je pense que c'est un enjeu qui est maintenant intégré et porté, mais il reste énormément de travail. Un dernier mot, Jean-Dominique. Peut-être pour vous dire que, peut-être un message d'espoir, c'est que finalement, c'est ce que je cherchais. On en parle. On en parle et on en parle sérieusement. Et je crois en effet, depuis quelque temps, c'est un mouvement qui se développe et se déploie et prospère. Et comme vous le savez, j'espère qu'il prospère de plus en plus en Europe, parce que pour moi, c'est le vrai ciment de la future Europe que j'appelle de mes voeux. Il faut bien comprendre que lorsque l'Europe est née au début, juste dans les années 50-58, au traité de Rome, on parlait d'économie sociale de marché. Ça voulait dire que les valeurs européennes de solidarité sociale étaient parfaitement intégrées dans l'idée même de capitalisme. Et puis, depuis, il y a eu ces dévoiements dont nous avons parlé, et maintenant, il s'agit d'y revenir. Et je voulais dire très clairement, si nous voulons, d'une manière ou d'une autre, peser dans le monde dans l'avenir, c'est l'Europe qui pèsera pour nous, et pour créer cette Europe, il n'y a pas que l'Europe de la défense, de l'Europe de l'environnement, etc. Il y a l'Europe sociale, et notamment celle des entreprises de capitalisme responsable. Donc je suis optimiste, vous avez raison, il y a encore beaucoup à faire. La seule chose que je m'apporterai par rapport à ce que vous avez dit, c'est que je peux vous assurer, et venez nous voir, vous n'imaginez pas ce que nos équipes dans le monde aujourd'hui travaillent dans cette direction, la masse d'investissement, la masse de passion que nos équipes sont en train de déployer pour arriver à des objectifs qui ne sont pas toujours faciles à atteindre, parce qu'on ne le fait pas en claquant les doigts. Il faut parfois des années de révolution technologique extraordinairement lourde, et je me permets de vous dire que là, encore une fois, la transition énergétique, c'est une transition, et il faut la faire avec tous les moyens, mais que je vous assure que l'entreprise est une solution au problème, et non pas le problème. Voilà. Je n'en doute pas, et je suis convaincue qu'il se passe des choses. Simplement, c'est vrai que les acteurs du changement autour de cette table, c'est plus vous deux que moi. Moi, je suis un battemandel de papillon à côté de l'impact que vous pouvez avoir. Pour l'instant, Léa, pour l'instant. Merci à tous les. On vous garde ici tous les trois. Je vais vous présenter quelqu'un qui va nous rejoindre. Elle est au premier rang. C'est Virginie Malnois. Si vous voulez bien passer par l'escalier, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait être périlleux. Ça va. Didier s'en est remis. Asseyez-vous, on va improviser un peu. On va vous prêter un micro. Virginie Malnois, vous êtes la directrice des nouveaux modèles chez Harmonie Mutuelle. C'est un des partenaires de la journée. C'est pas un gros mot. On vous remercie d'être là. Déjà, j'aimerais que, parce que c'est en plein dans ce sujet, c'est pour ça que je vous fais venir. Prenez le micro de votre voisine si vous voulez bien. Déjà, directrice des nouveaux modèles, je pense que toute la salle ne sait pas ce que ça veut dire. Et je vois même que le président de Renault se pose une question. Il faut nous expliquer. Mais il s'agit de concevoir et de tester et de mettre en œuvre en fait, de nouveaux modèles à impact sociétaux et puis des nouveaux modèles économiques autour de la santé. Par exemple, on essaye de répondre à des questions comme comment on peut augmenter notre distribution sociale, parce que c'est une des vocations de la mutuelle, comment on peut faire encore plus de prévention et d'ingénierie sociale, et puis comment on peut faire plus d'innovation dans la technosanté au bénéfice de l'accompagnement des transformations sociétales. Voilà, c'est ce type de questions auxquelles on essaie de répondre. Hein. Évidemment, on n'a pas les réponses. Et la première œuvre qu'on nous a confiée au sein de la direction des nouveaux modèles, eh bien, c'est de transformer la mutuelle pour devenir une entreprise mutualiste à mission. Bon, je crois que c'est important d'avoir un peu de sémantique. Juste un petit mot, parce que M. Frérot a parlé du collectif tout à l'heure, et puis on va donner un rendez-vous. Vous dédicacez votre livre à 14h tout à l'heure dans une salle juste à côté. Un ouvrage que je crois on va voir sur les écrans, en tout cas on vous le montrera tout à l'heure. J'avais une question, on va faire 3 mots, comme avec notre autre partenaire. On l'a entendu tout à l'heure, c'est le mot collectif. Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à cette table ronde ? Je crois que c'est un mot qui nous définit bien, puisqu'on est une entreprise de personnes, donc finalement un collectif qui met en
ensemble ces moyens pour se prémunir contre certains risques sociaux. Donc c'est déjà la définition même de ce que nous sommes. C'est d'ailleurs notre signature, Avançons collectif. Et puis, quand on est devenu entreprise mutualiste à mission, on s'est rappelé qu'on était ancré au milieu de beaucoup de collectifs. On s'est rappelé qu'on avait 4 600 000 personnes protégées, qu'on avait 60 000 entreprises clientes, qu'on avait 4 500 salariés, qu'on avait 2 000 délégués sur nos territoires. Et on les a tous interrogés. Et avec des questions ouvertes, on a récupéré 300 000 contributions. Et bien finalement, c'est ça un peu le collectif mutualiste. Alors, ça a été le mot-clé, on va le reprendre. Raison d'être, votre définition, très rapide. Alors, notre raison d'être, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Évidemment, ça se décline avec plusieurs pages, mais elle est résumée dans cette phrase où on y retrouve bien la dimension collective que je viens d'expliquer. Puis je voudrais retenir 3 autres points. D'abord, on veut agir, c'est-à-dire mener des actions concrètes et publiques. On rappelle également que finalement, il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur la santé, c'est notre conviction, et la crise sanitaire que l'on a traversée a rappelé combien les liens sociaux, la sécurité financière, la qualité de l'environnement agissent sur la santé. Et puis enfin, bien sûr, on veut réconcilier en fait l'attention particulière à chacun, parce que la santé, ça nous touche dans ce que nous avons de plus intime, avec une dimension collective, parce qu'une société qui ne va pas bien, elle ne peut pas se préoccuper des plus fragiles, et les plus fragiles, ça peut être un parent en perte d'autonomie, ça peut être un conjoint atteint d'une maladie, ça peut être un enfant en perte de repères, ça peut être nous-mêmes après un aléa de santé. Allez, un dernier mot, puis je crois qu'on est en plein dans le domaine. En plus, on a voulu un décor qui parle de tous ces éléments-là, qui soit aujourd'hui un peu disruptif. C'est le mot colibri, un bel oiseau qui a inspiré beaucoup de choses. Il vous inspire aussi, on en a parlé. Tout à fait, parce que je trouve que c'est une belle fable qui s'applique assez bien à l'enjeu sociétal de santé qui est le nôtre. Je pense que chacun peut agir individuellement pour sa santé, on le sait, avoir une alimentation plus équilibrée, faire un peu d'activité physique, mais on peut aussi le faire à travers les engagements qu'on peut avoir dans les associations, puisque ça met du lien social et on a rappelé combien c'était important. Et puis les entreprises peuvent chacune prendre leurs responsabilités, ça a été largement évoqué, faire son bilan carbone certes, mais aller encore plus loin, soutenir des associations, et nous on est très contents de soutenir la course de diversité. Alors ceux qui doivent courir d'ailleurs, il faut qu'ils partent rapidement, et puis on soutient également des associations qui vont soutenir l'entrepreneuriat, parce qu'on y croit beaucoup, mais si on veut soutenir l'entrepreneuriat, il faut accepter que parfois ça ne fonctionne pas, et l'association 60 000 rebonds, eh bien, elle permet justement à ces entrepreneurs de rebondir. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait chacun, à titre personnel, dans ses engagements associatifs et également au sein de sa société, on peut participer à sa mesure aux engagements sociétaux autour de la santé. Merci Virginie Malnois, c'était une très belle synthèse de cette table ronde. Merci d'avoir participé. Un petit mot quand même, parce que vous l'avez en main, et je l'ai ici, parce que je croyais qu'on le voyait sur les écrans. J'ai envie de dire, est-ce que vous avez encore le temps d'écrire un livre, même si vous avez fait ça avec 4 mains, avec un prof d'HEC? Pourquoi ce livre ? Justement, pour rassembler, expliquer ce que c'est que l'entreprise de demain, de mon point de vue, celle que j'ai essayé de vous résumer rapidement pendant cette table ronde. Et puis, ce livre, il a été écrit avec un compère. Il est professeur de stratégie d'entreprise à HEC. Et donc, nous l'avons écrit à 4 mains. C'est Rodolphe Durand qui est là, qui était aux rencontres de l'Hatch il y a 2 ans. Et donc, si vous souhaitez le découvrir, il sera disponible et dans la salle d'à côté à partir de 14h30. Exactement. Merci Didier, merci à tous tes invités. On va accueillir tout de suite, vous pouvez regagner vos places si vous voulez, Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Il est accompagné d'un représentant des lecteurs. Oui, vous pouvez les applaudir. Merci pour la qualité de cette table. Je vous rappelle, c'est important parce qu'on compte évidemment sur le bouche à oreille sur cet événement qui débute et on vous remercie d'être ici présent dès la première édition à Bordeaux, puisqu'on se rappelle qu'on a démarré à l'Hatch. C'est qu'à partir de dimanche, vous retrouvez tous les contenus totalement en intégralité sur le site sudouest.fr. N'hésitez pas à les partager. Et puis à partir de tout à l'heure cet après-midi, il y aura déjà des éléments sur sudouest.fr. J'ai été coupé dans mon élan, mon cher Jean Petot, représentant de l'association du Cercle des lecteurs. Vous n'êtes pas le président, on m'a dit que vous aviez loupé votre putsch, mais vous allez quand même pouvoir nous dire quel est l'objet de l'association. Mettez-vous devant la table tous les deux. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, je ne suis pas effectivement le président du cercle des lecteurs de Sud-Ouest. C'est une présidente, Madame Caillot, qui ne peut pas être des nôtres ce matin et aujourd'hui, mais qui s'en excuse, qui transmet les plus sincères salutations à toute l'équipe de Sud-Ouest et puis au public présent. Mais je suis venu avec des amis administrateurs de cette association. On les salue. L'objet, c'est mon cher Jean, de l'association, à quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle se donne? Très vite, c'est une structure qui a été créée à l'initiative de Sud-Ouest par un acteur qui est connu des lecteurs de Sud-Ouest, parce que c'était d'ailleurs d'abord une grande signature de Sud-Ouest, et puis il a été médiateur du journal, Thierry Mayol, qui maintenant a rejoint le cercle des lecteurs, enfin, au niveau du bureau. Ça a été créé en 2011. C'était d'ailleurs un peu une première en France. Ça faisait suite, en tous les cas, ça peut ressembler à la Société des lecteurs du monde, mais avec une dimension très différente et une fonction très différente. L'objet du cercle des lecteurs, c'est d'accompagner le journal. On peut dire des amoureux de Sud-Ouest. Hein, on revendique cette appellation. De Sud-Ouest ou des rédacteurs en chef? Alors, du rédacteur en chef, bah, ça va sans dire. C'était une plaisanterie, je ne peux plus y répondre. C'est absolument évident. Mais de Sud-Ouest, mais alors quand on dit Sud-Ouest, c'est aussi bien, et il y a 11 ans, c'était quand même moins fort que maintenant, le print et bien sûr Internet. Hein, le bimédia est complètement intégré dans notre pratique. On considère, pour être très clair, que l'information, d'abord, elle a un coût, elle a une valeur, et elle est portée par des professionnels. Et ça, c'est essentiel. Et on a la chance d'avoir, avec le quotidien Sud-Ouest, un des meilleurs journaux régionaux de France. Hein, tout à fait objectivement, comme tout amoureux. Très objectivement. Voilà. Hein, voilà, Allez, je le dis. Je suis très étonné qu'il n'ait pas dit le meilleur. Oui, on va lui faire dire. Bon, voilà, Allez, Jean. c'est pour ça, le cercle des lecteurs, c'est ça. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre, adhérer sans problème. Cercle des lecteurs de Sud-Ouest, cercle des lecteurs SO, ça c'est l'adresse mail, @gmail.com. Et maintenant, on va parler d'autre chose. Alors, justement, vous êtes là pour nous expliquer ce qu'est le cercle, mais c'est surtout que vous allez annoncer la création d'un prix. C'est très solennel. Voilà, alors après d'autres activités qu'on a mises en place depuis 11 ans, entre autres les journées portes ouvertes de Sud-Ouest, hein, ça a été porté par le cercle des lecteurs, ça permettait de visiter, de comprendre comment fonctionnait ce journal, aussi bien du côté rédactionnel que centre d'impression derrière nous. Nous avons pris l'initiative de créer un prix du cercle des lecteurs de Sud-Ouest. Ce prix du cercle va récompenser le meilleur article, alors c'est un terme générique, article, hein, on entend par là enquête, reportage, interview, portrait, qui aura été écrit et publié dans le print et sur Internet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. La sélection de ces articles va être opérée, et là Jean-Pierre va prendre le relais, pas la sélection, le recueil de ces articles va être opéré par la rédaction en chef, et puis c'est le cercle des lecteurs, un jury qui va être composé de différentes personnes, dont 4 membres du club des abonnés. Et on remercie Carole Benta qui est au fond de la salle parce qu'elle nous aide, elle nous a fait travailler là comme des fous pendant 1 heure, hein, tout à l'heure. 4 lecteurs, membres du club des abonnés, qui devront écrire au cercle des lecteurs un petit texte de 1500 signes pour dire pourquoi ils ont envie de faire partie de ce jury qui sera composé de 12 personnes. Ok, on verra tout ça en ligne. Jean-Pierre, un petit mot déjà, peut-être dire combien de journalistes comptent encore, on a la chance encore d'avoir à Sud-Ouest, parce que c'est autant de candidats potentiels. Et puis pourquoi la rédaction en chef salue cette initiative de l'association? Alors, pour répondre à ta première question, Stéphane, aujourd'hui la rédaction de Sud-Ouest est encore forte de 250 journalistes, ce qui est à l'échelle de notre... De la carte de la presse en France est toujours nous place toujours parmi les journaux de pointe, voilà, de manière, je le dis de manière très objective, ça pour la peine. Ça veut donc dire dans l'absolu 250 pourront postuler au prix des lecteurs du cercle. Donc c'est une excellente nouvelle. On a, je le dis au passage parce que les lecteurs fidèles le savent, on a depuis une dizaine d'années, en parallèle d'ailleurs, c'était pas concomitant exactement, mais ça fait 10 ans qu'existe aussi au sein de Sud-Ouest la bourse au reportage. Tout à fait autre chose. Ça, c'est
Ce que propose le prix, c'est plutôt en aval de la publication. Nous, c'est en amont. La bourse reportage permet, selon les années, à 6, 8, 10 journalistes de Sud-Ouest de proposer un reportage dans notre région, en France, ou un peu partout dans le monde. On a eu des très beaux voyages et des très beaux reportages. Donc, ça va compléter ça le complète d'autant mieux. Et je trouve l'initiative évidemment du cercle formidable, dans ce sens qu'on sort d'une période, pas besoin de la détailler, qui a empêché tout ça. Il faut être très clair, c'est-à-dire que on a eu un traitement de l'actualité forcément monomaniaque pendant 16 mois. Là, on est en train d'en sortir. Donc, nous avions décidé de notre côté de relancer la bourse reportage. Le cercle des lecteurs est venu me proposer il y a un mois de ça l'idée de ce prix. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que ça va récompenser donc des journalistes pour ce qu'ils ont produit au cours de l'année écoulée. Ça nous permet aussi ça va nous permettre, parce que le prix ne s'arrêtera pas à la simple publication dans le papier. Vous avez vu, le cercle des lecteurs, il parle moderne, il parle du print. C'est évidemment un prix qui est ouvert à toute publication, quelle que soit sa forme aussi. Évidemment, sa forme numérique compte. Alors, il n'y aura pas des vidéos dans la remise des prix, mais là où c'est très important, Stéphane, et là où c'est très chouette de la part du cercle des lecteurs, c'est que ça permet aussi d'entretenir quelque chose qui tient beaucoup à cœur de Sud-Ouest et que je ne fais qu'incarner aujourd'hui en prenant la succession de tous ceux qui ont occupé mon poste précédemment. C'est aussi un attachement au-delà de l'information pure et du traitement de l'information, c'est aussi la manière dont on le traite, et en y rajoutant si possible le talent et la plume. On en a eu beaucoup à travers les temps à Sud-Ouest, et on espère qu'on continuera d'en avoir, et je pense que ce prix peut être le moyen de l'entretenir. Alors en tout cas, on est ravis de saluer la création de ce prix. On se donne rendez-vous justement pour la remise du prix. J'ai déjà reçu des SMS. Jean, est-ce que si on consacre un sujet au cercle des lecteurs, on part avec un avantage? Est-ce que si on consacre un sujet au Alors cercle ça, des lecteurs, est-ce que ça va être un avantage? Absolument évident, d'autant que le règlement prévoit que peut être primé non seulement un article, mais une série d'articles. Donc 3 articles, c'est encore mieux. Très bien. Sous forme d'un feuilleton, il n'y a aucun problème. On avait bien compris. Je rajoute juste une chose. Jean a dit quelque chose qui est à moitié vrai seulement. Je ne le corrige, je ne fais que le corriger. Ce n'est pas la rédaction en chef qui va choisir qui postulera pour ce prix. Ce qu'on va faire à la rédaction en chef, c'est qu'on va recueillir ceux parmi les journalistes de Sud-Est qui voudront postuler. Il n'y aura pas de tri libre accès sélectif. de tous les journalistes. Ok. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je sais que vous êtes amoureux du journal, mais vous êtes aussi amoureux de bonne chère, donc on va respecter l'heure du repas et on va accueillir les 2 chefs tout de suite ici à votre place qui ont travaillé avec Marie-Luce Ribaud, qui elle a beaucoup travaillé sur la programmation de cette journée. On les accueille tous les 3. Marie-Luce qui arrive accompagnée de Élodie Prichard et de Clément Bruno. Vous pouvez les applaudir avant d'avoir mangé, en espérant que vous les applaudissiez encore après. Marie-Luce prend un micro et on va en prendre pour nos invités. Voilà, Marie-Luce, je te laisse la main, si je puis dire, et le piano, puisque Merci. tu les connais beaucoup mieux que moi. On connaît ta passion Stéphane. pour Sud-Ouest Gourmand et la gastronomie. Mettez-vous tous les deux devant, et je vous laisse avec Marie-Luce, Oui, qui va vous présenter. On a voulu que cette journée, elle soit une expérience de A à Z. Et quand on parle de demain, il s'agit aussi de savoir ce qu'on mange. Il manquait un chef qui nous rejoint, Marie-Luce. Clément vient, voilà. Voilà. Bon, très bien. C'est de savoir aussi ce qu'on va manger demain, parce que le sujet, quand on est passionné, est un sujet crucial. Demain, qu'est-ce qu'on aura dans nos assiettes alors que la démographie explose, que les terres ne sont pas extensibles et qu'on se retrouve quand même avec une agriculture, comme on a vu ce matin, qui est menacée de biodiversité. C'est pour ça qu'on s'est posé la question au moment de préparer cette journée, comment on pourrait se projeter sur demain. Et donc, j'ai demandé à 2 personnes qui sont 2 chefs de la région. Élodie Pichard, qui est dans une démarche très originale, puisque son restaurant s'appelle Cru, et que chez elle, on mange que du cru, mais c'est gastronomique. Et puis, le restaurant de Viviane Durand, qui est le Prince Noir, étoilé à Lormont. Vivien est en train de faire une conférence dans les Dolomites aujourd'hui, et un repas aussi, donc il n'est pas là. Mais Vincent et Clément sont là pour amplement le remplacer, et toute la team est derrière aussi. Et ce qu'il y a dans le restaurant de Vivien, c'est d'abord que c'est un des premiers étoilés verts Michelin, c'est-à-dire soucieux de l'environnement, et puis que justement, s'il fallait aller chercher
des démarches RSE intéressantes dans le domaine de l'entreprise et de ses relations sociales, je crois qu'il y aurait beaucoup à apprendre au Prince Noir. Ça, j'ai pu le remarquer. Donc, ce que je vais demander à Élodie, c'est qu'à travers ce repas, on va avoir une projection. Et je voulais savoir, Élodie, toi qui fais du cru, qu'est-ce que tu as prévu et en quoi tu délivres un message avec du cru par rapport à ce qui va se passer demain et toutes les questions autour de l'environnement, du changement climatique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a utilisé 2 produits. Déjà, une de saisonnalité qui est la Saint-Jacques, qu'on a choisi de décliner en fait cru, mais mariné, sel et sucre. Donc, on peut utiliser un produit qui est noble en le laissant brut. On a gardé la coquille pour qu'elle soit servie dedans et elle est juste piquée sur une brochette. Donc on n'a rien acheté de plus que l'élément de base et ça sera transformé comme ça. On a utilisé aussi du veau parce qu'évidemment on fait attention à la viande, mais on veut quand même sensibiliser sur l'achat des producteurs et autres qui font des produits français. Donc ça on a voulu mettre l'accent dessus et voilà, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez important, mais surtout le produit en lui-même sur la saisonnalité est déjà le premier geste qu'on veut véhiculer. Vincent, quand on parle alimentation de demain, gastronomie de demain, comment on se fait plaisir et comment les choses justement changent dans nos assiettes? Bonjour. Alors pour nous, au Prince Noir, il y a 2 choses assez importantes. Ça va être l'aspect environnemental, pardon. On a mis pas mal de choses en place, ça a mis du temps, plusieurs années. On y arrive, on n'est pas parfait, loin de là, mais on a mis pas mal de choses en place. Et la deuxième chose, c'est notre qualité de consommation en termes de produits. Voilà, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes produits qu'avant. On avance avec moins de protéines. Tout ça, vous allez le ressentir à travers tout ce qu'on va manger aujourd'hui. Alors, c'est un repas, vous allez pouvoir vous projeter. Alors, bon, ce n'est pas intergalactique, n'ayez crainte. Mais quand même, ça va être assez original. Et surtout, vous allez avoir en tout et pour tout une brochette, une fourchette en bambou et une serviette compostable. Et vous allez réussir quand même à manger 6 plats aujourd'hui. Et il faut savoir que tous les contenants que vous allez avoir seront ensuite destinés à d'autres utilisations. Et notamment, tous les déchets que vous aurez autour des coquilles qui vont être utilisées vont partir dans une association qui sert à fabriquer, après tout est concassé, et ça sert à améliorer l'état des routes. Voilà, donc vous allez manger et puis tout ça va être dans le cadre d'un cycle vertueux. Et avant de les applaudir, une petite info très pratique, puisqu'on le signale, puisqu'il faut toujours un mal pour un bien. On a eu des désistements, donc ça c'est le mal, mais le bien, pour ceux qui ne seraient pas inscrits, c'est qu'il reste des places, si vous voulez pouvoir déjeuner ici et profiter de l'offre qui vient déjà de nous faire saliver grâce à Marilus et son équipe. Et je précise aussi qu'à la fin du repas, s'il y a des restes, c'est un repas 0 déchet, la banque alimentaire vient à 14h et prendra tout ce qui reste. Merci, on peut les applaudir. Merci à toutes, merci à tous.